Américain qui s'appelle Edward Griffin, qui avait fait des recherches un peu sur l'ONU. C'est un spécialiste, disons, auteur. Il avait écrit un bouquin qui s'appelait L'Affromètre, pardon, un autre regard sur les Nations Unies. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne les connaissais pas, non. Donc lui, il affirme haut et fort que finalement l'ONU, pour ce qui est de la partie américaine, est contrôlée par un réseau qui appelle le CFR. Vous connaissez le CFR? Non. Le Council on Foreign oui, ok, oui, très bien, oui. En fait, il dit que voilà que c'est un think tank oui. très important et qu'il y a une mainmise énorme dans les affaires de l'ONU. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous l'avez, de votre connaissance? Non, je pense que la réponse à ça, c'est non, parce que je ne vous dis pas que le Council on Foreign Relations ne serait pas heureux de contrôler les Nations Unies, mais ça... Mais du moins pour la partie américaine, c'est-à-dire pour les intérêts américains, c'est eux qui s'occupent apparemment de la partie américaine. C'est pas impossible que, selon les contacts entre individus et selon les moments d'histoire, que le CFR a joué un rôle important ou pour certains problèmes, ou bien que des gens qui étaient au CFR se retrouvent aux Nations Unies et à ce moment-là travaillent dans le même sens que le CFR. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment qu'on puisse dire que le CFR a pris le contrôle de... Peut-être qu'il a pris le contrôle à un moment donné, mais que c'est plus... C'est ça. Je dirais que c'est très fluctuant, ce genre de situation-là. C'est assez rare que des gens arrivent à maintenir le pouvoir très longtemps ou à se maintenir au pouvoir pendant très longtemps, sauf Edgar Hoover. Et entre autres, Monsieur Griffin parlait de Monsieur Rockefeller, qui apparemment a donné le terrain où se trouve actuellement le bâtiment. Oui. Il a donné un terrain qui était... Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. C'était l'abattoir de la ville de New York. Alors, c'était couvert de rats, c'était mauvais, c'était plus qu'un égout, c'était un dépotoir. Un dépotoir qui appartenait à M. Rockefeller. Oui, absolument. Et c'était une façon de revaloriser ce quartier-là. Parce qu'encore maintenant, le meilleur exemple, c'est qu'encore maintenant, si vous allez au siège des Nations Unies et vous regardez en face, de l'autre côté de la Première Avenue, vous allez voir que les buildings qui sont là et qui se trouvent face au East River, au fleuve qui est de ce côté-là de Manhattan, les fenêtres sont... Il n'y a pas de fenêtres où les fenêtres sont scellées, mais pour la plupart, le mur est aveugle et il n'y a pas de fenêtre du tout parce que ça sentait trop mauvais. Alors, les buildings ont été construits sans fenêtres parce que l'air qui venait du fleuve avec les abattoirs qui étaient là, ça sentait beaucoup trop mauvais. Et c'est encore le cas maintenant parce que, je ne sais pas, les propriétaires des appartements ne veulent pas investir pour faire refaire des fenêtres, sans compter que les buildings sont tellement vieux qu'il faudrait sans doute refaire tous les murs si on tente de faire des fenêtres. Bon. Alors, c'est encore comme ça. Vous regardez ça, puis vous allez voir, c'est très étonnant. Vous dites, mais... Comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas de vue sur la rivière et sur le secrétariat des Nations Unies, qui est très joli, mais c'est pas ça du tout. C'était un énorme abattoir et c'était épouvantable, les conditions qu'il y avait là-bas. D'accord. Et le fait que ça vienne d'une donation de Rockefeller, ça vous dérange? Je pense que M. Rockefeller a été un membre de l'ONU, si je ne me trompe pas. Ah non, je ne sais pas comment il aurait été, non. Mais peut-être du CFR, je ne sais plus. Non, mais le fait qu'il ait donné ça, c'est... Moi, j'ai rien contre ça dans la mesure que je pense que le vrai problème, c'est bien plus la façon dont il a fait son argent. C'est pas qu'il l'ait donné aux Nations Unies, c'est la façon dont il a fait et comment les ouvriers étaient exploités à cette époque-là. Ça correspond aussi peut-être plus à la philosophie des Rockefeller. Mais moi, la question c'était pas désintéressé de donner ça, en fait. Oh, c'est sûr que ça sert toujours leur prestige personnel, ça sert à redorer leur prestige, mais ça, moi, ça m'embête pas trop. Si c'est donné sans condition, ça reste sans condition. C'est pas... Venant d'un milieu de financier, donner sans condition, c'est quand même assez...
Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est donné sans condition, mais ces gens-là, sans nécessairement parler de Bilderberg puis des complots internationaux, mais ces gens-là se voient, se respectent et savent très bien, il y a des codes que les gens respectent, que vous ne crachez pas dans la soupe, et puis je ne cracherai pas dans votre soupe non plus. Bon, alors, c'est bien sûr, et si vous ne respectez pas ça, ben on va vous en vouloir. Remarquez, Ted Turner, qui a donné beaucoup d'argent aussi aux Nations Unies, a quand même... s'est quand même montré très indépendant, pas quand même laissé les Nations Unies très indépendantes de ce qu'il donnait. Non, je pense que c'est pas ça. Vous savez, soit dit en passant, que quand on a voulu choisir un endroit pour installer les Nations Unies, que dans les projets, dans les idées qui ont été examinées, il y avait la ville de Québec. Il a été question de construire les Nations Unies sur les plaines d'Abraham. D'ailleurs, il y a un architecte de Québec qui s'appelle Édouard Fizette, et vous pouvez retrouver ça, je suis sûr, c'est sans doute... il y a des chances que ce soit à l'Université Laval, à l'École d'architecture, mais Édouard Fizette avait fait un projet pour un secrétariat des Nations Unies sur les plaines d'Abraham, un building très, très stalinien, vous savez, mussolinien, là, des grosses colonnes comme ça. Et, mais alors, vous imaginez, on aurait sacrifié les plaines d'Abraham pour ça. Comme à la même époque, on a proposé, quand on a parlé de créer Israël, on avait proposé de ne pas dépouiller les Palestiniens. Monsieur Attali, qui en parle, vous connaissez Monsieur Attali? Oui. Qui en parle souvent, oui. Qui estime que finalement, l'édification d'un gouvernement mondial à Jérusalem, ce serait un bel endroit pour... Ah oui, je sais qu'il y a des gens qui pensaient ça, mais à l'époque, ce qu'on avait proposé, et puis, quant à moi, ça avait du sens, même si d'autres ne voyaient pas ça comme ça. Mais dans les possibilités qu'il y avait pour les réfugiés juifs qui ne voulaient pas retourner en Europe de l'Est, par exemple, ou en Europe tout court, il y avait Madagascar, il y avait l'île d'Anticosti, et il y avait aussi une partie de l'Ouganda qui s'appelle les Montagnes de la Lune. Il y en a peut-être eu d'autres aussi, mais c'est les trois qui me viennent à l'esprit. Mais il y a l'île d'Anticosti, vous imaginez, on aurait pu avoir, Israël pourrait être installé à l'île d'Anticosti. À deux pas de chez nous. Oui. C'est fou, Oui. parce que je pense que les Allemands aussi, durant c'était avant la Seconde Guerre mondiale ou durant la guerre. Ils voulaient acheter l'île d'Anticosti. Je sais qu'il y en a déjà, je me rappelle, oui, vous avez raison, je me rappelle de ça, même que je pense que je me rappelle dans quel livre j'ai lu ça, mais vous savez aussi que les Allemands, les sous-marins allemands venaient dans le fleuve Saint-Laurent, et puis, oui, exactement, ils descendaient à Rimouski, puis ils allaient danser le samedi soir, ils allaient danser avec les filles de Rimouski, et puis ils allaient faire leur épicerie chez le père d'un de mes amis. Oui, sérieusement. Toujours selon M. Griffin en question, il estime que les traités signés avec l'ONU empêchent les États d'être réellement souverains. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est vrai, dans la mesure où tout État qui signe un document comme ça, ou tout État qui fait une entente comme ça, se trouve à non pas céder sa souveraineté, mais à limiter certaines décisions qu'il pourrait prendre, et il accepte de limiter ça, ou il accepte des contraintes par rapport à certaines décisions qu'il pourrait prendre. Et normalement, si c'est un traité qui a du bon sens et que c'est bien négocié, ben c'est fait de part et d'autre. Alors, c'est donnant-donnant. Vous faites telle chose et moi je vais faire telle chose, ou vous ne ferez pas telle chose et je ne ferai pas telle chose. Bon, le cas classique, c'est vous ne me cassez pas la gueule et je ne vous casserai pas la gueule. Mais bien entendu, vous avez des gens qui signent de bonne foi et il y en a d'autres qui ne signent pas de bonne foi. C'est pourquoi, dans ce genre d'affaires-là, finalement, on revient à des gens comme mon père, pour qui la poignée de main, c'était sacré. Et si vous disiez qu'il allait faire ça comme ça, il vous donnait la main, il n'y avait pas besoin de vous signer un contrat de 80 pages. Mon père, il se serait laissé mourir de faim plutôt que de manquer la parole donnée. Et ça, moi j'ai connu beaucoup de vieux Québécois ici qui étaient comme ça, des gens qui étaient prêts à se sacrifier plutôt que de manquer la parole donnée. Oui, c'était autre temps, autre mœurs. Oui. On parlait tout à l'heure des lobbies.
Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, il y a d'autres lobbies importants qui gravitent autour de l'ONU, qui sont connus? Est-ce qu'il y a des groupes de pression canadiens autour de l'ONU? Pression canadienne, non, parce que je vais vous dire, aussi bien de dire bien franchement, le Canada n'a aucune importance aux Nations Unies. Aucune importance, sauf pour le chèque. Ah, ça, le Canada paye à temps, et puis on sait que le Canada va payer, et ça, tous les pays qui ne payent pas de contribution aux Nations Unies, qui sont en retard dans leur contribution, comptent sur le Canada pour payer pour les missions et pour payer pour leurs ressortissants à eux, alors qu'eux-mêmes ne payent rien. Le Canada aux Nations Unies... Il y a des pays qui ne payent jamais et qui attendent que le Canada passe à la caisse. Le Canada, c'est une farce, c'est un... Vous savez, pour être bien précis, le mot qu'on utilise en général, c'est naïf. Et c'est pour pas dire stupide. C'est le mot poli pour stupide. Les gens vont vous dire « Ah, les Canadiens ». D'ailleurs, j'avais l'habitude de faire ça moi-même quand j'arrivais dans certains milieux où il y avait un nouveau bureau des Nations Unies ou quelque chose comme ça. Et des gens, quand je rencontrais des gens des Nations Unies, les gens me disaient « Ah oui, d'où est-ce que tu viens? » Bon, je disais « Je viens du Canada. » Ah, Canada, j'aime beaucoup le Canada, j'aime beaucoup les Canadiens. Et j'avais pris l'habitude de leur répondre, parfois un peu sèchement, oui, je sais, on est très naïf, ou parce qu'on est très naïf. Et jamais personne ne m'a dit non. Jamais! J'ai dû dire ça sans exagérer une 50aine de fois. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, mais non, les Canadiens ne sont pas naïfs. Jamais! Ils sont connus pour ça. Et regardez les déclarations que font les ambassadeurs aux Nations Unies. Je ne vous dis pas qu'ils sont bêtes, je ne vous dirai même pas qu'ils sont stupides, mais naïfs, oui. Dans certains cas, j'ai supplié certains ambassadeurs, mais ne dites pas ça, ou faites quelque chose, regardez comment ça se passe. Et ils refusaient de croire la réalité que je vivais et que je leur décrivais, que je pouvais leur décrire dans certains cas 2 fois par jour, parce qu'il y en a que je voyais souvent quand j'étais en Afrique, et ils refusaient de... C'est pas qu'ils ne me croyaient pas, ils ne voulaient pas faire face à cette réalité-là. Ils ne voulaient pas reconnaître qu'ils étaient en train de se faire voler, ou qu'on était en train de s'en aller vers une autre grande catastrophe. Parce qu'il y a ça aussi, dans certains cas, vous pouvez, mettons que vous êtes à l'intérieur des Nations Unies, vous pouvez aller voir des fonctionnaires canadiens, leur décrire une catastrophe en train de se créer, et on va refuser de vous entendre, ou on va mettre ça de côté, ça ne donnera pas de résultat. J'ai fait ça. Il y a au moins 2 cas dont je me souviens très bien. Un cas où j'ai appelé d'Haïti aux affaires extérieures pour leur dire, écoutez, ça ne va pas, vous êtes en train de vous faire voler, regardez comment l'argent est détourné. Et là, c'est une conférence téléphonique et il y avait 4-5 fonctionnaires qui étaient à Ottawa. Moi, je risquais mon boulot en les appelant comme ça. Et ces gens-là m'écoutaient, mais je sentais toute la condescendance de fonctionnaires des affaires extérieures. Il y a un gros degré de condescendance chez les fonctionnaires des affaires extérieures. Et je les sentais très condescendants, qui ont fini par me dire... Mais enfin, vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on va contrôler l'argent qu'on leur donne? J'ai dit, mais oui, c'est exactement ça que je suis en train de vous dire. C'est ce que font tous les autres pays. Mais je vous jure que c'est textuellement ce qu'on m'a dit. Ou une autre fois, quand j'étais en Afrique, je m'organise avec un de mes amis qui était quelqu'un d'assez important, puis enfin, il y avait la fonction pour faire ça. Je lui décrivais ce qui se passait au tribunal pour le Rwanda, entre autres le type qui a tenté de voler 7,5 millions. Et lui me dit, écoute, je pense que la façon de faire, ce serait que tu rencontres le responsable de ce département aux affaires extérieures. Et comme il savait que je devais venir peu de temps après, il dit, je vais t'organiser une rencontre avec ce fonctionnaire-là. Finalement, j'ai vu 3-4 personnes
Et j'ai raconté ce qui se passait, puis je me rendais compte que ces gens-là, encore là, c'était condescendant dans le genre, comme si j'étais un clochard qui passait dans la rue et qu'on m'avait fait l'aumône de café, alors que je paye, moi, avec mes impôts pour ces... En fait, je ne les qualifierai pas, mais je sais que je paye leur salaire. Et en plus, que j'étais en train de faire le travail qu'ils ne voulaient pas faire. Et alors, je leur ai raconté ce que j'avais raconté, puis je voyais bien que c'était une perte de temps et qu'ils ne demandaient pas mieux que de me voir partir le plus vite. Et puis je me suis dit, bon, tant pis, j'ai fait ce que je pouvais faire. Puis là, je peux quand même pas me mettre tout le monde à dos tout le temps. Alors, je suis parti. Et puis, quelques temps plus tard, mon ami me dit... Ah, sais-tu, vous avez bien organisé votre affaire, tous les deux. J'ai dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Il dit, oui, oui. Il dit, vous avez bien organisé ça. J'ai dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Et là, vraiment, il a fallu que j'insiste. Puis il a fini par se rendre compte que je ne savais vraiment pas de quoi il parlait. Et il m'a dit que, absolument par hasard, je vous le jure, il y avait un autre type qui travaillait dans un autre Canadien qui travaillait dans un autre pays africain, une autre mission, qui était aussi absolument scandalisé de ce qui se passait là et qui avait demandé un rendez-vous avec les mêmes gens et qui a rencontré les mêmes gens à une journée d'intervalle. Peut-être que je suis passé en premier, qui est passé en deuxième, c'est l'impression que j'ai. Et que les fonctionnaires ont été convaincus que c'était un coup monté, qu'on avait organisé ça ensemble pour leur passer un message. Alors que je vous jure, j'avais aucune idée de ça. Et mon ami, on se connaît très très bien, c'est mon meilleur ami dans la fonction publique, il savait très bien que je lui disais la vérité, que c'était... Alors, c'est dire que des histoires comme ça, il y en a, il y en a, il y en a. Ok, d'accord. Mais donc, il n'y a pas de groupe de lobby extrêmement connus qui sont... Il y en a, mais encore une fois, ça fluctue. Ouais, mais c'est certain que le groupe musulman a énormément d'importance. Les catholiques aussi. Je dirais que en ce moment, depuis déjà un bon bout de temps... Plus que des lobbies financiers, par exemple? Pour ce que j'en connais, moi, oui. Parce que je ne crois pas que, de façon générale, les lobbies financiers soient vraiment intéressés aux Nations Unies. Ils sont intéressés sans doute à l'Organisation mondiale du commerce. Mais les Nations Unies, en tout cas, moi, si j'étais si j'avais une grosse entreprise, Google, disons, que j'aime bien, je pourrais vivre très bien avec les Nations Unies sans même m'en occuper. Par contre, Organisation mondiale du commerce, là, je voudrais bien savoir ce qui se passe et je voudrais bien faire des pressions. Non, je vous dis ça parce qu'il y a parfois des conflits qui sont légitimés par l'ONU. On intervient au nom des droits de l'homme quelque part et donc forcément ça peut mettre en péril l'économie locale. Et qui dit économie locale dit aussi économie internationale. Donc... Non, je pense pas que ça ait vraiment d'importance ou de conséquences comme ça, non. Mais par contre, voyez, il y en a pour des questions de droits d'homme, pour des questions religieuses, pour des questions d'environnement, des questions de pauvreté aussi, et surtout, faute d'une autre expression, des questions de transfert de richesse. On va convaincre les pays riches qu'il faut absolument aider les pays pauvres, qu'il y a plein de petits bébés qui meurent de faim dans les pays pauvres. Bon, ça, c'est des vrais problèmes. Ça, c'est des problèmes sérieux. Mais ça ne concerne pas les grosses multinationales. Ça ne les intéresse pas maintenant. Elles vont devenir intéressées à ça, j'imagine, à un moment donné. Mais en ce moment, ça ne les intéresse pas. Mais ce que j'allais dire, c'est que il y a, pour des raisons, parce que j'arrive à la limitation des naissances, puis c'est pas mauvais de parler de ça du tout, au contraire, mais une grosse puissance, à part les militaires, la grosse puissance à l'intérieur des Nations Unies, c'est, curieusement, pas les jésuites ou les dominicains, comme je mentionnais tout à l'heure, ni même les catholiques, mais les religions ensemble, qui font front commun ensemble, contre la laïcité et contre tout ce qui est libération des femmes et contre tout ce qui est limitation des naissances. C'est d'où l'échec du FNAP, de fonds qui vise la limitation des naissances. Ça, c'est un problème énorme parce que toutes ces religions-là visent
à prendre le contrôle. Et pour prendre le contrôle, il faut avoir le plus de fidèles possible. Et là, il y a des religions qui sont comme condamnées au départ parce qu'elles n'arriveront pas à faire d'enfants assez vite. Alors, ces religions-là vont faire des ententes avec d'autres. Mais de façon générale, lorsqu'on parle de limitation des naissances, par exemple, toutes ces religions-là vont faire un front commun aux Nations Unies. Et ça bloque les Nations Unies. J'ai déjà expliqué dans d'autres circonstances comment, à ce point de vue-là, l'Église catholique, comment le Vatican a une force d'inertie. Le Vatican n'est pas représenté, enfin, est représenté aux Nations Unies, mais n'est pas membre des Nations Unies parce que ce n'est pas un pays d'abord. Le Vatican a été créé par un règlement municipal de la ville de Rome. C'est pas beaucoup, c'est pas très fort comme pour la création d'un pays, là. C'est une résolution municipale de la ville de Rome qui crée le terrain du Vatican et c'est pas créé comme un pays indépendant. Et c'est pas un pays indépendant. Bon, ça, on peut se lancer dans une longue discussion, mais je peux vous assurer que c'est ça au point de vue droit. Alors, mais là, le Vatican est capable d'organiser les groupes religieux pour bloquer le travail des Nations Unies. Et c'est vrai aussi au point de vue scientifique, les musulmans vont jouer un rôle de plus en plus important. Vous dites que donc l'ONU fait quoi? La promotion des limitations de naissance, c'est ça? Non, mais ne va pas faire le travail qu'elle était censée faire au départ pour ce qui est de la limitation des naissances. Elle aimerait voir les naissances limitées à travers le monde, c'est ça? Ben, les Nations Unies avaient décidé qu'il y avait un travail à faire au niveau de la limitation des naissances, ou que dans certains pays, il y avait un travail à faire. Parce que ça, c'est le vrai problème maintenant, et on ne le dira jamais assez, et personne n'en parle malheureusement. J'ai vu quelques documents récemment où des savants disaient « Ah, vous savez, si vous voulez vraiment limiter votre empreinte sur la Terre, ne faites pas l'enfant. Commencez par ça. Là, vraiment, vous allez limiter votre empreinte sur la Terre et vous ne contribuerez pas à la multiplication des problèmes qu'on connaît, qu'on va connaître de plus en plus. Pour ce qui est de la limitation des naissances, quant à moi, c'est ça le problème de l'avenir, encore plus que la question climatique, où on va avoir les deux. Ça va être catastrophique parce qu'on va avoir les deux. Parce que et c'est un problème qui concerne aussi l'immigration ici, parce que les gens ne voient pas, et personne ne dit ça, j'en ai parlé encore hier, je veux convaincre des gens de faire une conférence à ce sujet-là, de faire une conférence, je veux dire une réunion, là, toute une journée à ce sujet-là, que dans les cas d'immigration, quand on vous parle de chiffres d'immigration, ce chiffre-là en révèle un autre. Presque toute l'information qu'on donne en ce moment sur l'immigration ici, d'abord, personne ne voulait en parler. Moi, j'en parle depuis 1970. Je peux vous dire que j'étais bien seul. Et puis, depuis 92, que j'ai au moins un document que j'utilise comme mon arme avec tout le monde. Et j'ai donné, je ne sais pas combien d'exemplaires de ce livre-là à des personnages politiques, des députés, des ministres que je connais pour les convaincre d'examiner ces questions-là. Et tout le monde me disait, mais non, on va être accusé d'être raciste, on va être accusé d'être xénophobe. Je dis, mais ça va être bien pire et on va être vraiment xénophobe quand on va être envahi et que tout le monde va se rendre compte que les gens qui sont là sont contre nous. Et c'est ça qui va arriver, c'est ça qui arrive maintenant. Regardez les marches d'immigrants qui ne parlent qu'anglais et qui se font organiser par l'Université Concordia et qui marchent contre nous. Là, on va devenir xénophobe, oui, parce qu'on est attaqué et qu'on va vouloir se défendre. Si je peux me permettre, je crois oui. Que ce sont des blocs qui s'affrontent, en fait. Et quand vous parlez de religion, c'est un peu ça. C'est-à-dire que des gens qui viennent de l'extérieur ont souvent une religion qui est basée sur la famille, oui. Sur la survie, la tradition. Alors que nous, on est dans une société occidentale moderne, on est plutôt basé sur... excusez-moi un peu l'expression, de la jouissance immédiate, on est dans le matérialisme. Donc on n'a plus le souci, disons, de progrès pour perpétuer des traditions, alors que eux l'ont. Donc oui. Ici, ils en font des enfants. Oui, mais c'est pas tellement pour perpétuer des traditions. C'est parce ils viennent de sociétés agricoles ou de sociétés maritimes aussi, où on avait besoin de main-d'œuvre.
Alors, et on avait besoin de militaires. Et il fallait... Alors, c'est toujours la même chose. C'est la procréation, c'est de la main-d'œuvre, c'est des militaires, c'est des fidèles, c'est des contribuables. Non, mais c'est un peu la contradiction, M. Sirois, dans le sens que on entend souvent des gens, on en a de plus en plus, des gens qui s'opposent à l'immigration de masse au Canada, comme on le voit par ailleurs. Mais on a envie de dire à ces gens, mais faites des enfants. Pourquoi? Ah non, parce qu'on dit, voilà, on fait venir des gens parce que voilà, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Non, d'abord ça c'est faux. D'abord ça c'est faux. Là, je peux vous assurer, j'ai même pensé à un moment donné, puis je pense que j'aurais dû le faire ou je devrais le faire. J'avais pensé faire un livre au sujet de l'immigration qui s'appellerait Les 5 grands mensonges de l'immigration. Et un des premiers grands mensonges, c'est de dire qu'on a besoin de main-d'œuvre et que la solution c'est l'immigration. Ça se peut. Je ne dis même pas que c'est le cas, mais ça se peut qu'on ait besoin de main-d'œuvre. Et dans plein de pays à travers le monde, depuis très longtemps, quand on a besoin de main-d'œuvre, on ne fait pas venir des immigrants, ou on en fait venir, mais conditionnellement, et on les retourne chez eux ensuite, comme on fait encore en ce moment aux États-Unis. Bon. Et ça existe comme ça depuis le temps des Romains. Bon. Alors, ça, c'est une première chose. Ensuite, on dit que l'immigration, ça rapporte. C'est faux. Maintenant, tous les rapports à ce sujet-là vont vous montrer que l'immigration coûte cher au pays d'accueil, que ça ne rapporte pas d'argent. Est-ce que c'est la raison, enfin une petite parenthèse rapide, est-ce que c'est la raison pour laquelle on a fait venir au-delà d'1 million de migrants en Allemagne et qu'ils se sont empressés de faire voter une loi pour faire travailler des migrants à 1 euro de l'heure? Est-ce que c'est une des raisons? Parce que ça coûte cher de faire venir du monde, donc on veut les insérer dans le marché du travail et on leur propose des salaires qui sont déraisonnables. 1 euro de l'heure, mais c'est une nouvelle forme d'esclavage. Ouais. C'est que en ce moment, les chefs d'entreprise, les chambres de commerce viennent de trouver le pactole. Pour elles, on leur redonne des esclaves sans qu'elles aient besoin de les acheter. Et puis en plus, elles n'ont pas besoin de les nourrir. Ça, j'ai appris ça de mon épicier à Québec, mon dépanneur à Québec il y a très longtemps, qui rouspétait tout le temps en disant « Ah, au moins les Romains étaient obligés de nous nourrir. » Et puis, il avait parfaitement raison. Maintenant, on a des esclaves qu'on n'a pas besoin de nourrir, dont on n'a pas besoin de s'occuper. Vous pouvez les laisser mourir de faim devant votre porte. Et puis, c'est parfaitement légal, c'est parfaitement légitime. Ah non, l'immigration, c'est vrai. Et en plus, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, on parle d'immigration sans donner l'information véritable qui va avec ça. Alors, le résultat, c'est que moi, je dis aux gens, on surfe sur l'immigration. Quand on parle d'immigration, les gens surfent sur des notions concernant l'immigration, mais personne n'examine ça. Par exemple, quand on vous parle d'un nombre d'immigrants qu'on va accepter d'accueillir ici, 40 000, 50 000, bon, les gens trouvent que c'est énorme et les gens ont l'impression d'être envahis. C'est pas seulement l'impression, c'est la réalité. Parce que le chiffre qu'on vous donne est un chiffre mensonger. C'est le minimum. On vous donne 40 000 immigrants. Il va y avoir aussi des réfugiés, c'est une autre chose. Et ces gens-là ont droit... Parce qu'il faut faire la distinction entre les gens qui fuient des guerres et les gens qui sont des migrants économiques. Ou bien les immigrants. Même les migrants économiques, ça c'est à part complètement. C'est rejeté dans les enquêtes, dans les ententes sur l'immigration. Migrants économiques, ça n'est pas acceptable, sauf dans certains cas au gouvernement canadien, on a accepté des bandits très très riches, comme lorsqu'on a fermé Hong Kong, on leur a donné Vancouver, on leur a vendu Vancouver. Les employés du Haut-Commissariat canadien à Hong Kong vendaient les passeports à la caisse. Et vous pouvez faire enquête parce qu'ils le faisaient sans l'autorisation du gouvernement canadien et en empochant l'argent, et il y en a qui se sont fait prendre. Alors, ça existe, si vous cherchez dans l'information, vous allez trouver ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que le chiffre qu'on vous donne, ce n'est pas le bon. Parce qu'avec les parrainages et avec la réunification des familles, chaque immigrant qui rentre représente au bas mot 5 personnes immédiatement. Et en plus, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle d'immigrants d'Amérique du Sud et d'immigrants d'Afrique, font entre 5 et 7 enfants chacun. Et ces gens-là vont en faire 5 et 7 aussi, c'est exponentiel.
Ouais, c'est exponentiel jusqu'à un certain point. À un moment donné, ça s'arrête. Non, 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 pas les musulmans. Non, non, les musulmans, la preuve est faite que la réussite des musulmans qui sont au pouvoir en ce moment, c'est justement que les musulmans ont fait comme ça de grandes quantités d'enfants et ils ont dépassé, si on veut, d'autres musulmans qui, eux, représentent, disons, ce qu'on appelle la civilisation arabe ou la grande civilisation arabe. Ces Arabes-là ont été anéantis par des barbares, justement des barbares qui faisaient plus d'enfants qu'eux. Et c'est ce qui nous guette. Et quand vous parlez vous dites qu'on a besoin d'enfants, moi, j'appartiens à une génération qui a décidé de ne plus faire d'enfants. Et ça, je suis étonné que les gens ne parlent pas de ça ouvertement ici. Moi, ce que je voulais vous dire, monsieur, ouais. c'est que pour perpétuer notre civilisation, on a besoin de faire des enfants. Si on n'en fait plus et qu'on laisse les autres venir, qui eux font beaucoup plus d'enfants, ce sera effectivement ce qu'on va voir dans le rapport de l'ONU, c'est un remplacement de population par un autre. Oui, c'est ce qu'on appelle des migrations de remplacement, bien sûr. Mais ce que... On peut très bien décider, si c'est mon pays et que je suis chez moi, je peux très bien décider avec d'autres qu'on ne fait pas plus d'enfants que ça et qu'on va se débrouiller plus tard et qu'on ne veut pas d'immigrants pour autant. Regardez la Suisse, par exemple. Et il y a plein d'autres pays comme ça. Tentez d'immigrer en Arabie Saoudite. Pensez-vous qu'on va vous laisser rentrer? Regardez ce qui se passe dans les Émirats du Golfe. Pensez-vous qu'on accepte des immigrants? Pas du tout. De la main-d'œuvre pas chère qu'on ne payera même pas. Parce que vous savez ce qui se passe. J'ai gagné comme ça une guerre contre le Qatar à un moment donné. Parce que, je reviendrai à ça après, mais je vais vous dire ce qui se passe. C'est que les gens qui vont travailler dans les Émirats du Golfe se font payer. Bon, selon le travail, ils peuvent être payés plus ou moins cher. Le docteur Couillard était bien payé, d'autres sont payés moins cher. Mais à la fin, quand ces gens-là veulent rentrer chez eux, ils ne peuvent pas quitter le pays sans avoir une décharge de leur employeur disant que tout est en ordre et que tout va bien. Il y a un reportage qui était passé en France qui montrait que des hommes d'affaires qui arrivaient au Qatar devaient avoir un garant sur place et que le garant avait main autant sur le passeport que sur le compte bancaire. Oui. Et qu'ils étaient prisonniers. Ils restaient là, ils pouvaient plus. Exactement. Alors, ce qui arrive à la fin du contrat de travail, vous avez travaillé au Qatar 2-3 ans et vous voulez rentrer chez vous, retrouver votre femme et vos enfants. Et là, l'employeur vous dit « Ah ben très bien, je veux bien signer le document si tu veux rentrer chez toi, mais tu vas me rembourser tout ce que je t'ai payé. » Et vous avez travaillé 2-3 ans gratuitement. Et il y avait, en tout cas, quand je me suis occupé de ces questions-là, il y avait entre autres un sportif français très connu, un champion de sport en France, qui était détenu au Qatar depuis 2 ans et demi et qui ne pouvait pas sortir précisément pour ça. Et j'ai sorti ça publiquement quand le Qatar a tenté d'acheter l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est ici à Montréal. Le Qatar, après que le conseil d'administration de l'aviation civile ait décidé de renouveler l'entente avec le gouvernement du Canada pour 10 autres années, le Qatar avait décidé de jeter l'organisation et de déménager l'Organisation de l'aviation civile là-bas pour dorer son blason avec ça. Et ils ont d'abord, évidemment, acheté le secrétaire, ce qui est un peu ironique parce que c'était moi qui devais son job, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, le Qatar a fait venir là plein de gens en autorité pour décider à l'intérieur, là, et des avocats autour. Il les a fait venir là-bas. Et puis, tout à coup, j'ai appris par des gens à l'intérieur de l'OACI que c'était pratiquement réglé, que malgré la décision du conseil d'administration, le Qatar allait déménager là-bas. Et c'était pratiquement chose faite. Alors, j'ai pensé à ça un peu, puis moi, je fonctionne un peu comme ça, c'est que j'avais demandé aux gens de l'Organisation canadienne des Nations unies de faire quelque chose et de m'aider. J'avais des amis là-bas, j'ai dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Puis là, je me suis rendu compte que cette organisation-là, surtout ici à Montréal, s'est remplie d'ambassadeurs à la retraite et de juges à la retraite, et que ces gens-là, avant qu'ils aient pesé chacun des mots, chacune des virgules, que la Terre aurait arrêté de tourner. Alors, je me suis dit, bon, il faut faire autre chose. J'ai pensé à ça un soir, je me suis dit, en tout cas, en attendant, je vais faire un petit texte
pour dénoncer ça, et puis on verra. Et j'ai fait un texte, et puis c'est passé dans la presse. Et ce que j'ai dit, tout simplement, j'ai dit, mais moi, j'avais représenté différents employés de l'OACI et j'ai représenté le syndicat de l'OACI aussi. Alors, je pouvais utiliser ça quand même pour dire, écoutez, les gens de l'OACI m'appellent pour me parler de ça et me disent qu'ils ne veulent pas aller travailler au Qatar à cause de ce que je vous ai raconté et à cause aussi, évidemment, de l'ambiance générale. Vous ne pouvez pas boire d'alcool, vous ne pouvez sûrement pas, si vous avez une famille avec des adolescents, je ne conseille pas de partir d'aller au Qatar avec un adolescent qui est habitué à fonctionner comme dans ce cégep à Montréal. Il va se retrouver en prison avant la fin de la journée. Bien sûr. Alors, j'ai dit, vous pouvez bien déménager la plaque du Qatar, la plaque de l'OACI au Qatar, mais les employés n'iront pas. Il n'y a pas d'employé qui est prêt à partir. Et c'est comme ça que j'ai gagné, parce qu'ils se sont rendus compte, je le sais, parce que je communiquais avec eux autres, je leur parlais au téléphone, et dès que le texte est paru, il n'y a plus personne qui prenait mon appel. Ils étaient très, très polis avant, quand j'essayais de négocier avec eux, et puis après ça, il n'y a plus un employé qui prenait mon appel. Je peux très bien vivre sans ça. J'ai gagné ma guerre contre le Qatar. L'OACI est resté à Montréal. Bon. Mais moi, je ne prends plus Qatar Airways et je ne veux pas jamais faire escale au Qatar parce que je sais trop bien que je pourrais avoir des problèmes administratifs et devenir une statistique. Oui, on voit le sort qui est réservé. Alors Oui. Alors, je n'irai pas voir, je ne vais pas essayer d'aller voir si j'ai raison de craindre quelque chose. Il y a quelques pays comme ça. J'ai été mis sur une liste de personnes à exécuter aussi quand je travaillais au Timor. Il y avait une douzaine de personnes à exécuter le soir du référendum. J'étais le 3e sur la liste. Je suis arrivé à partir dans le dernier avion. J'ai eu une place dans le dernier avion avant le référendum. Et puis, je suis encore là pour le raconter. On va parler un peu des conflits récents qu'il y a eu, entre autres la Syrie qui s'éternise, la Libye. Alors, on a l'impression parfois que l'ONU sert un peu comme un outil finalement d'un certain impérialisme économique. C'est-à-dire que je m'explique. On va, dans ces pays-là, on va se battre contre les dictateurs en place au nom des droits de l'homme. Quand on creuse la question, il s'avère que ce n'est pas tout à fait la raison, mais qu'il y a des intérêts économiques. Donc on a parfois l'impression que l'ONU sert un peu on peut dire, d'idiot utile à légitimer des actions militaires dans des pays où finalement des conflits arrivent. Qui dit conflit dit après réfugiés, etc., etc. Donc c'est un peu une boucle sans fin. C'est-à-dire qu'on légitime des conflits et puis par la suite on se ramasse avec des réfugiés derrière. Comment vous voyez ça, vous? Je pense pas qu'on légitime des conflits. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que il arrive que, pour toutes sortes de raisons qui varient bien souvent, mais que parfois à l'intérieur d'un pays dont les frontières ont été fixées parfois très arbitrairement, disons après la Deuxième Grande Guerre mondiale par exemple, qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas satisfaits de cette situation et qui veulent avoir leur pays à eux, par exemple. Et là, il peut y avoir des conflits et les Nations Unies, dans certains cas, vont s'impliquer là-dedans. Remarquez que déjà, ça, je suis très critique de ça parce que si vous acceptez ce rôle-là pour les Nations Unies, et c'est vrai qu'avec les casques bleus, par exemple, ça peut jouer un rôle, mais d'un autre côté, si on envoie des casques bleus dans certains pays, pourquoi pas dans certains autres? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé de casques bleus en Irlande jamais, par exemple? Ou oui, ben, en Palestine, il y en a eu. Oui. Non, il y en a eu et pendant très longtemps. Mais en Irlande, on envoie ça dans des pays qu'on méprise carrément. On n'enverra pas de casque bleu en Europe, sauf peut-être, il faudrait regarder exactement ce qu'on a fait du côté de l'ex-Yougoslavie. Mais la guerre de l'ex-Yougoslavie, ça c'est une autre chose.
Enfin, je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que la guerre de l'ex-Yougoslavie en soi, c'est déjà beaucoup de choses. Mais le résultat de la guerre de l'ex-Yougoslavie, c'est que les Nations Unies, avec les Américains, ont donné un pays à la pègre albanaise. Et ça, c'est un scandale. Ça doit être dénoncé. Et personne ici ne dénonce ça. On a dépouillé les Serbes pour donner un pays à la pègre albanaise. Et là, vous avez un bel exemple de ce qui arrive avec les immigrants. Traditionnellement, si vous regardez les pays où il y a eu une grosse migration, comme les Albanais en Serbie, les Serbes les ont accueillis dans les années 30, traditionnellement, dès que cette migration-là est assez forte, les immigrants se retournent contre le pays d'accueil. Toujours. Regardez ça, et c'est le problème justement d'immigration de remplacement. Ils prennent possession du territoire et ils se retournent contre le pays d'accueil. Et là, ça crée d'autres problèmes et d'autres guerres. Vous n'avez pas résolu le problème. Et on a donné un pays et ça, tout le monde que je connais, tout le monde des Nations Unies qui a travaillé à ça, va vous confirmer ça. On peut vous dire, on peut vous donner le nom des coupables. Dans certains cas, on peut vous dire combien ils ont été payés. Et c'est un scandale. Il n'y a pas de doute. Moi, j'ai travaillé là-bas. Je connais, j'ai vu les gens de la pègre albanaise là-bas. Je les vois aussi à New York parce que leur bureau est tout près de chez moi. Et, non, ça... les histoires qu'on nous a racontées à ce sujet-là, j'ai une anecdote, c'est très étonnant. À un moment donné, alors que j'étais au secrétariat aux Nations Unies, je vais au bureau du secrétaire général porter un document, chercher quelque chose, et au 38e étage, et je prends l'ascenseur le midi pour descendre, et puis il y a des gens qui sortaient de toute évidence d'une réunion, qui montent avec moi dans l'ascenseur et qui se mettent à parler de la reconstruction de l'ex-Yougoslavie. Mais là, je ne comprenais pas bien parce qu'on parlait de reconstruire après un bombardement et je ne comprenais pas bien. Je me suis dit, mais je dois avoir manqué quelque chose dans l'actualité parce qu'il n'y avait pas encore eu de bombardement comme ça dans l'ex-Yougoslavie. Et j'ai parlé à des amis le midi même, puis ils pourraient vous confirmer ça. Puis on s'est dit, ben non, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de reconstruire l'ex-Yougoslavie? Et 10 jours plus tard, on bombardait, et là, il y avait quelque chose à reconstruire. C'est-à-dire que avant même les bombardements, on avait déjà décidé des contrats de reconstruction, ou on avait décidé comment on allait attribuer les contrats de reconstruction. C'est plutôt louche. Moi, si j'étais yougoslave, ça ne m'inspirerait pas confiance. J'aurais été en voyage un petit bout de temps. Non, mais on peut rire, mais ça donne une idée des tractations qui se font dans ces cas-là. C'est pas toujours aussi simple et aussi clair et net qu'on se l'imagine. Et puis... donc, on peut être d'accord que, globalement, hein, que certains conflits donc, qui se trament au nom des droits de l'homme ne sont pas réellement. Non, non. Non. Les droits de l'homme, là, c'est du maquillage. C'est le glaçage sur le gâteau. Parce que vraiment, on va faire quelque chose... Non, si on ne part pas en guerre pour les droits de l'homme. Il n'y a personne qui va partir en guerre pour les droits de l'homme, je suis convaincu. D'autant plus qu'on le voit beaucoup plus aujourd'hui qu'on pouvait le voir dans le passé. Oui, il y a oui. tout ça. Oui. On sait même très vite, je prendrai l'exemple par exemple du Mali, où les forces françaises sont intervenues et puis on a su quelques temps après que finalement il y avait des mines d'uranium à protéger au Mali. Oui, oui. Ah oui, c'est certain que... enfin, il y a des limites même à ma naïveté, là. Personne ne va vous dire que... S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, je vous dirais méfiez-vous, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment tellement naïf qui va vous mettre dans le pétrin. Oui, mais les Américains jouent beaucoup là-dessus. Ils jouent beaucoup sur les droits de l'homme. Les interventions des Américains, que ce soit l'ONU ou à d'autres institutions,
joue beaucoup au niveau des discours sur les droits de l'homme en disant voilà, on pointe du pays tel pays parce que oui. Voilà, il n'est pas conforme aux droits de l'homme. Oui, sauf oui. l'Arabie Saoudite parce que là ils vendent du pétrole. Mais là, évidemment, bien sûr, après, avec Al Jazeera, par exemple, il y a d'autres gens qui ont commencé à pointer du doigt les Américains aussi pour dire, mais en fait, les droits de l'homme chez vous, regardez. Bon. Bien sûr, d'ailleurs, c'est l'hypocrisie un peu de l'Occident, c'est de toujours pointer des pays du doigt, alors que on sait qu'en Occident, il y a des choses qui ne sont pas non plus très réglo. Non, mais ce qui est tragique là-dedans, c'est que ça fait partie des illusions entretenues par les Nations Unies. Et ce qui est tragique là-dedans, c'est que vous avez des gens qui vont croire profondément aux droits de l'homme, et pire encore, des gens qui vont se croire protégés par les droits de l'homme et qui vont agir en pensant que les Nations Unies vont les protéger ou qu'ils vont être protégés par tous les gens qui parlent un peu fort des droits de l'homme. J'ai vu ça beaucoup en Haïti et ça rejoint une des choses dont je voulais vous parler, c'est l'inutilité des actions des Nations Unies. En Haïti, au moment lorsque Cedras a fait son coup d'État, on nous disait bon, on avait des bureaux des Nations Unies, les gens venaient nous voir pour se plaindre. Et dans certains cas, il y avait des Haïtiens qui avaient survécu pendant très longtemps, parfois pendant des générations, en gardant la tête basse, en ne disant rien, en restant très, très, très prudents, vu qu'ils vivaient dans le monde de Duvalier, le monde des tontons Macoutes. Il ne faut pas éternuer trop fort. Bon, ces gens-là avaient survécu à tout ça en étant très, très prudents. Comme les Nations Unies étaient là, et avec l'Organisation des États américains, les gens venaient nous voir pour se plaindre de telle ou telle chose, parce que leur père était en prison depuis des années sans procès, par exemple, ou des choses comme ça, des choses qui étaient souvent très sérieuses, pas du tout anodines, ou très rarement anodines. Et on prenait ça, puis là, je voyais mes collègues qui prenaient tout ça en note, ceux qui parlaient français, parce qu'une grande majorité ne comprenait même pas le français. Ça, c'est une autre histoire. Mais ceux qui pouvaient parler français ou créole, il y avait quelques-uns qui parlaient créole, ils prenaient ça en note avec le nom et l'adresse de la personne, s'il avait une adresse, en tout cas assez pour l'identifier. Mais je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Comment peut-on les protéger? Est-ce qu'on peut garantir qu'on va les protéger? Si jamais quelqu'un vient dans le bureau la nuit, puis c'est très, très facile, là. Écoute, des enfants auraient pu faire ça. J'ai dit, si les gens viennent dans le bureau la nuit, viennent s'emparer de nos dossiers, comment est-ce qu'on fait? On ne protège pas les gens. Et j'ai soulevé ça à plusieurs reprises, et on ne m'a jamais donné de vraies réponses. Et moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je prenais plus les noms des gens. Je leur disais, bien franchement, écoutez, je comprends ce que vous me dites. Je trouve qu'il faudrait essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer de confirmer tel et tel élément. Mais je vous dis tout de suite, je ne prends pas votre nom. Je ne veux pas avoir votre nom dans le dossier parce que je ne peux pas assurer votre protection. Moi, je ne suis pas convaincu que les Nations Unies peuvent assurer votre protection. Et au moins, je peux vivre à la conscience tranquille parce qu'après, on a été évacués et il y a des gens dont on n'avait pas assuré la protection qui ont eu de très gros ennuis, à commencer par des juges avec qui je faisais affaire. Moi, au moins, quand on est parti, juste avant de partir de mon bureau, j'ai demandé aux chauffeurs des 4 ou 5 voitures qu'on avait, je leur ai demandé de passer la Jeep sur les ordinateurs qu'on avait pour détruire les ordinateurs dans l'espoir qu'il n'y ait plus rien de récupérable là-dedans. Et puis, j'ai fait brûler le reste. Mais ça, déjà, c'était une histoire. J'avais soulevé à plusieurs reprises dans des réunions qu'on avait pour les gens qui couvraient tout le pays. Je demandais aux gens, mais comment assurez-vous leur sécurité? Si vous mettez ça dans des dossiers, comment vous assurez-vous que personne ne va voler le dossier? Et là, les gens me répondaient, mais ça montre la naïveté, la bêtise de ces gens-là. Ils me disaient, ah, c'est simple, vous avez juste à faire brûler les dossiers. Je dis, oui, un instant. On était 200 personnes dans la salle. J'ai dit, il y en a combien ici qui ont des allumettes et qui peuvent faire brûler un dossier? Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y en avait pas 3. Parce qu'il n'y a plus personne qui fume.
Alors, les gens n'avaient pas d'allumettes, hein, plus personne qui fume. Mais c'est vous dire comment les gens vous répondent n'importe quoi comme ça. Encore récemment, j'appelais la police montée parce que je voulais rejoindre quelqu'un. En tout cas, ce serait trop long de raconter l'histoire. Mais j'appelle à la police montée et le policier qui me répond me dit très sérieusement, « Ah, c'est simple, cherchez dans le bottin téléphonique. » J'ai dit, « Mais monsieur, ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de bottin téléphonique. » Mais c'est invraisemblable. Le type était peut-être pas né quand on a mis fin au bottin téléphonique et il me dit de chercher dans le bottin téléphonique. Mais là, il a manqué quelque chose. Mais c'est dire que très souvent, dans ce genre d'affaires-là, on vous répond n'importe quoi. Et c'est vrai, à l'intérieur des Nations Unies, il y a énormément d'informations qui est répétée comme ça, sans que personne n'aille jamais vérifier quoi que ce soit. C'est un bon exemple. C'est un exemple très simple. Mais si c'est vous qui allez être torturé parce que j'ai pas pu faire brûler le dossier, ben, vous me direz pas que c'est un exemple très simple. Croyez-moi, s'ils sont en train de vous arracher les dents sans anesthésie, comme on l'a fait à un juge de mes amis, vous allez trouver que c'est pas une question négligeable. Il y a eu récemment 2 anti-russes psychotiques, Nikki Haley et Samantha Power, peut-être que vous les connaissez, qui ont été nommées au poste d'ambassadrice de l'ONU par le lobby israélien. Plus grave, elles ont reçu un mandat indépendant. En d'autres termes, elles ne répondent pas à leur président, mais plutôt à leur commanditaire israélien. Donc il y a une question à plusieurs entrées. Est-ce que la soumission de l'ONU à Israël est irréversible? L'ONU avait originellement pour vocation de servir un lobby ultra-minoritaire, aussi puissant soit-il. Sinon, à quel moment cette soumission s'est-elle opérée selon vous? Ah, c'est une question beaucoup trop chargée, beaucoup trop compliquée pour que je puisse vous répondre comme ça. D'abord, moi, je ne sais pas, j'ai jamais entendu dire même que c'était le lobby pro-israélien qui avait fait nommer Samantha Powers, que je connais un peu, pour qui j'ai ni amitié ni haine. Là, je la connais parce qu'on était à des réunions ensemble il y a très longtemps, là, avant que, quand elle montait, parce que c'est quelqu'un de très brillant et de très ambitieux. Pendant qu'elle montait, quand elle était à Harvard, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, de parler avec elle, et je trouvais que ce qu'elle avait à dire, c'était intéressant. Je ne suis pas toujours d'accord, mais au moins, c'est quelqu'un qui fait un effort de réflexion. Bon, l'autre, je ne la connais pas. J'ai rencontré de ses conseillers à un moment donné, et puis il y a des questions, justement, parce qu'elle voulait refaire les Nations Unies. Il y a toujours question de faire des refontes des Nations Unies. Et j'étais prêt à faire des suggestions pour ça. Mais finalement, avec le temps, je me disais ça aussi en m'en venant tout à l'heure. On parle beaucoup de refaire les Nations Unies. Et moi, je pense qu'au point où on est rendu, il faut abolir les Nations Unies. Il faut cesser de maintenir ces illusions-là. Il y a plein de gens qui sont victimes des illusions que représentent les Nations Unies ou que fournissent les Nations Unies. Et je crois qu'il y a un point où il faut se poser la question, est-ce qu'on aime mieux entretenir ces illusions-là ou est-ce que ce ne serait pas plus positif de ne rien avoir? Puis ou est-ce que ce sont des illusions que certains groupes de pression utilisent justement à leur... Oui. Oui. Ou est-ce que je veux dire que c'est finalement quelque chose d'illusoire, mais que certains utilisent, on parlait des droits de l'homme entre autres. Oui. Complètement illusoire, qui au fond, dont certains groupes militaires, etc., se servent pour s'ingérer dans d'autres pays. Et puis finalement... Parce que, vous savez, les droits de l'homme, moi, j'étais... je pense que c'est pas exagéré de le dire, j'étais un ardent défenseur des droits de l'homme depuis très longtemps. Depuis que j'ai découvert les droits de l'homme, bon, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup et avec lequel j'ai fait beaucoup de tapage. Puis je pense encore que ça valait la peine. Mais d'un autre côté, je pense que les droits de l'homme, ils sont respectés dans les pays où vous n'avez pas besoin de parler des droits de l'homme
Et d'un autre côté, si vous avez besoin d'en parler, ces pays-là se foutent des droits de l'homme complètement. Et s'il y a quelque chose, ils vont être encore plus durs avec leur population si vous essayez de leur faire des remontrances pour les droits de l'homme. C'est dire que c'est presque inutile, d'une certaine façon, de parler de droits de l'homme, qu'il faudrait refaire le monde, finalement. Enfin... C'est justement pas un peu la vocation de certains membres de l'ONU, de refaire le monde oui, sur les droits de l'homme. Oui. Et puis alors, il faut des négociations, mais moi, je pense qu'on est rendu bien au-delà de ça, parce que je pense que là, on arrive maintenant, puis très rapidement, à des problèmes de surpopulation et des problèmes de surpopulation extrêmes. Je vous montrerai des chiffres sur l'Afrique, par exemple. C'est absolument épouvantable. Et la quantité d'enfants comme ça. Et c'est drôle parce que je reviens à ce que je disais en 1973. J'ai fait un séjour d'études en Inde en 1973 pour une sorte d'organisation qui s'appelle l'Entraide universitaire mondiale. En anglais, ça s'appelle World University Service. Et quand je suis revenu, finalement, mon rapport, qui n'était pas un rapport, c'est que j'aurais dit tout simplement, écoutez, si vous voulez vraiment ne plus voir de petits bébés qui meurent de faim dans les photos de nos dépliants et de nos brochures, puis tout le monde a besoin de petits bébés qui meurent de faim pour ramasser de l'argent, je vous le dis très bien sincèrement. Mais autrement, si on n'en aura pas, si on leur envoie des avions de condom, il faut leur envoyer des avions de condom. Il ne faut même pas envoyer de l'argent comptant, il faut envoyer des avions de condom. Et je n'ai pas changé d'idée. Et si on avait écouté mes conseils en 1973, ben, l'Inde, qui est en train de devenir le pays le plus peuplé du monde, ne serait peut-être pas rendue là. La densité de population en Inde est absolument effarante, avec des gens... Vrai, vous avez raison, monsieur, mais on est obligé, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec l'idéologie anglo-protestante du début du XXe siècle qui programmait et qui faisait la promotion de l'eugénisme. Vous voyez ce que je veux dire, le parallèle là, l'imitation des naissances, et comme par hasard, l'imitation des naissances, c'est toujours dans les pays pauvres, c'est pas ici qu'on fait des limitations des naissances, on n'a pas stérilisé des femmes n'importe où dans le monde, on a stérilisé des femmes noires aux États-Unis, on stérilise des gens en Afrique aussi. Attention. Donc, est-ce qu'il y a pas un parallèle à faire avec ça? Attention, c'est vraiment drôle comme coïncidence que vous me parliez de ça, parce que justement, au Vermont, à l'Université du Vermont, il y a 2 semaines, l'Université du Vermont a décidé de changer le nom de sa bibliothèque principale, qui portait le nom de l'ancien recteur, je crois qu'il s'appelait, enfin le chef de l'Université du Vermont, qui était un grand partisan de l'eugénisme, à une époque où, et là j'ai même pris la peine d'aller chercher le texte, et je vais aller chercher le document de l'université, on le tient responsable d'avoir fait stériliser des Indiens, des Canadiens français et des Métis, et des pauvres, bien entendu, au Vermont. À l'époque, on faisait de l'eugénisme, justement. Et c'est dire que ce n'était pas seulement des Noirs. Il n'y avait pas de Noirs au Vermont. Il n'y avait pas de Noirs au Vermont à ce moment-là. Et ça, Pierre Vallière avait raison. Les Canadiens français aux États-Unis sont considérés comme des Noirs et sont traités comme des Noirs. C'est vrai que dans les mouvements même féministes du début du XXe siècle, même dans l'Ouest canadien, étaient des femmes qui faisaient justement la promotion de l'eugénisme et qui stérilisaient des femmes chinoises, des handicapés aussi d'ailleurs. Oui, mais... je voudrais pas m'embarquer dans la question de l'eugénisme, tout simplement parce que je connais pas assez ça et je voudrais pas dire n'importe quoi. Je sais un peu mieux que certains autres ce que c'est, mais je sais juste assez pour savoir que je le sais pas. Alors, je sais pas tout ce que ça comporte et tout ce que ça vise, et c'est pour ça que en même temps, je trouve que c'est un sujet très intéressant, puis en même temps, je ne veux pas m'aventurer trop là-dedans. En fait, il y a une certaine idéologie qui est assez dominante parmi l'élite mondiale, qui est la limitation des naissances. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a... mais moi, je suis pour, on n'en sortira pas. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là, en Géorgie, il y a un monument qui est énorme, qui s'appelle le Gavestone,
qui a été écrit en plusieurs langues, qui se veut être un monument, disons, universel. Et une des phrases qui est là-dessus est de dire on veut baisser la population à 500 millions d'individus. Donc il y a une espèce de... Il y a cette espèce d'idéologie qui remonte depuis, qui n'est pas nouvelle, hein, qui existe depuis des temps déjà anciens, dans l'oligarchie, en particulier dans l'oligarchie anglo-protestante, qui dit voilà, ne soyez pas un cancer pour l'humanité, il faut pas que vous soyez là si vous n'avez rien à faire là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, je me pose, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là, parce que, surtout avec les problèmes climatiques, si vous mettez les deux ensemble, c'est certain que, je sais très bien, j'ai vu les réactions des gens face au gouvernement chinois, par exemple, quand le gouvernement chinois a décidé de limiter les naissances, limiter les familles. Bon. Et j'ai entendu plein de gens, mais des gens religieux, justement, prétendent que non, il faut continuer à faire des enfants parce que tous les groupes religieux veulent absolument avoir le plus de fidèles possible. Ça, c'est sûr. Bon. Oui, mais aussi parce que la civilisation... doit survivre. Donc, non, mais il y a, je veux dire que tu as déjà entendu parler de Bernard Lugan. Ah ouais. Bernard Lugan, quand il parle puis d'ailleurs, je pense que c'était pour le... Oui. Quand il disait le problème de l'Afrique, c'est quand on essaie de leur imposer la démocratie, c'est-à-dire qu'eux sont pas plus bêtes qu'un autre, plus t'as de personnes qui naissent, oui, de gens qui votent. De vote. Donc, ta communauté est gagnante, donc tu as avantage à... Si tu retires l'avantage de faire des enfants, évidemment, ça va s'autoréguler. C'est sûr, et avec exactement le même raisonnement, le nombre d'immigrants qu'on accepte ici et qui va en nombre exponentiel, très rapidement, toute la question de l'immigration, c'est que ça prend 3 générations pour que on parte d'une famille d'immigrants pour que les gens soient identifiés au pays. Ça prend 3 générations. Tous les experts reconnaissent ça. Alors là, on va avoir des gens, comme on le voit ici, des gens qui vont voter contre nous et qui vont nous renfoncer au point de vue démocratique. Il n'y a aucun doute. C'est un suicide. C'est un suicide d'accueillir des immigrants comme ça. Moi, j'ai soulevé des questions. C'est le genre de questions qui met les gens mal à l'aise et dont les gens ne veulent pas parler, sans compter le fait qu'il y a des gens qui sont passionnément religieux, surtout à ce point de vue-là. Je l'ai vu, j'ai vu des femmes médecins, mais se déchaîner contre moi, mais comme si j'étais le diable incarné, parce qu'il n'était plus question de discussion, là, c'était vraiment comme si je leur arrachais les yeux. Et puis, mais il reste que c'est des discussions qu'il faut avoir. Moi, à un moment donné, je parlais avec des gens, avec des réfugiés, puis je disais, écoutez, on veut bien prendre des réfugiés, mais regardez les problèmes sociaux que ça va causer si on prend des réfugiés, disons, d'Afrique noire et qu'on les amène ici, ou même seulement regarder les problèmes qu'on a avec les Haïtiens ou les Jamaïcains à Toronto. C'est comme me disent, chaque fois que je parle de ça avec les gens de Toronto, ils me disent « Ah, c'est une bombe près d'exploser ». Personne ne veut le dire, mais c'est ça. Et puis moi, j'étais prêt à dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas au moins discuter de la possibilité d'accueillir des immigrants en leur demandant de ne pas faire de famille, en leur disant, écoutez, on vous sauve la vie, on vous prend, on vous nourrit, on vous éduque, on vous trouve un travail, mais nous, on veut garder, et je pense encore que les Scandinaves, par exemple, auraient dû faire ça avec tous les problèmes qu'il y a maintenant en Scandinavie. Moi, je suis allé en Scandinavie il y a longtemps, c'est l'inconvénient d'être vieux, on a tout vu avant, mais je suis allé en Scandinavie quand toute la Scandinavie était blanche. Mais vraiment, là, on voyait... J'ai vu ça aussi à Québec, remarquez. Moi, j'ai vu à Québec, à un moment donné, j'avais des amis de Montréal, je ne sais plus pour quelle raison, qui m'avaient envoyé un Noir qui était... Je ne sais pas s'il avait été drogué. Je pense qu'il avait été drogué, mais je pense aussi qu'il avait... J'ai fini par savoir, en parlant avec lui, qu'il avait été dans un hôpital psychiatrique. Le gars ne parlait pas en plus. Alors, il était arrivé chez moi avec mon adresse pour habiter chez moi. Puis là, je ne savais pas quoi faire avec lui, alors je l'ai amené en ville au restaurant en me disant, bon, ben, il va manger quelque chose. Et au restaurant, les gens avaient tellement jamais vu de noir
que les serveurs, et c'est un restaurant où il y avait des touristes quand même, des serveuses venaient le regarder manger. Je me rappelle encore très précisément, elle lui avait donné un club sandwich, et puis chacun des 4 morceaux de club sandwich, il y avait un cure-dent dedans, puis elle se demandait s'il allait enlever le cure-dent ou le manger. Je me rappelle très précisément de ça parce que je disais quand même. Mais bon. Bon, mais c'est dire que... Alors moi, je pense que c'est une question légitime.